Véronique claqua la porte de la chambre d'Émilie avec une violence qui fit trembler les murs de la vieille maison familiale à Paris. Tenant dans sa main une lettre froissée révélant l'amour secret entre la jeune femme et une autre. Émilie, figée sur son lit, vit son monde s'effondrer en un instant. Son oncle Pierre, qui l'avait élevée comme sa propre fille depuis la mort de ses parents, fut victime d'une crise cardiaque en apprenant la nouvelle, laissant la famille en chaos total. Ce qui devait être un mariage joyeux se transforma en un champ de bataille où les secrets enfouis refaisaient surface avec une brutalité impitoyable. Émilie avait toujours su que ce jour viendrait. Mais pas comme ça. À 25 ans. Elle vivait dans cette maison du quartier du Marais depuis son enfance, entourée des souvenirs de ses parents disparus dans un accident de voiture quand elle n'avait que 5 ans. Pierre, son oncle célibataire, avait tout sacrifié pour elle, son temps, son argent, sa vie sociale. Il l'avait inscrite dans les meilleures écoles, l'avait encouragée à poursuivre des études en littérature à la Sorbonne, et avait même refusé plusieurs promotions professionnelles pour rester près d'elle. « Tu es ma fille. » Émilie, lui disait-il souvent, avec ce sourire chaleureux qui masquait ses propres solitudes. Mais Émilie portait un secret qui la rongeait de l'intérieur, son attirance pour les femmes. Découverte à l'adolescence lors d'un camp d'été où elle avait rencontré sa première crush. Elle avait lutté contre cela, essayant de se conformer aux attentes de la société française conservatrice, allant même à des rendez-vous arrangés par des amis de la famille. Pourtant, rien n'y faisait. Son cœur battait pour les courbes féminines, pour la douceur d'un regard complice entre femmes. C'est à l'université qu'elle avait rencontré Juliette. 28 ans maintenant. Une artiste peintre originaire de Lyon qui avait déménagé à Paris pour poursuivre sa carrière. Juliette était tout ce qu'Émilie admirait, indépendante, passionnée, avec un rire contagieux et une façon de voir le monde en couleurs vives. Elle s'était croisée lors d'un atelier d'écriture créative, où Juliette illustrait les poèmes des étudiants. Leur premier échange avait été banal, un compliment sur un dessin, mais rapidement, des cafés partagés s'étaient transformés en promenades nocturnes le long de la Seine, en confessions murmurées sous les ponts illuminés. Je n'ai jamais ressenti ça pour personne, avait avoué Juliette un soir, ses doigts entrelacés avec ceux d'Émilie. Leur relation avait fleuri en secret, faite de week-ends volés dans l'appartement de Juliette à Montmartre, de messages codés et de regards discrets en public. Émilie se sentait vivante pour la première fois. Mais la culpabilité la hantait. Comment avouer à Pierre? Cet homme pieux et traditionnel? Élevé dans une famille catholique stricte de la banlieue parisienne? Qu'elle aimait une femme? Il rêvait pour elle d'un mariage avec un bon parti. D'enfants courant dans la maison familiale qu'il lui léguerait un jour. Véronique était entrée dans leur vie comme un tourbillon. À 45 ans. Elle était une avocate ambitieuse, divorcée sans enfant, que Pierre avait rencontrée lors d'un dîner d'affaires. Belle, sophistiquée, avec des cheveux noirs coupés au carré et un sourire calculateur. Elle avait séduit Pierre en quelques mois. Elle me redonne espoir, confiait-il à Émilie. Les yeux brillants. Le mariage avait été annoncé rapidement, et Véronique s'était installée dans la maison, apportant avec elle des meubles modernes qui détonnaient avec les antiques bibelots de la famille. Au début, Émilie avait essayé de s'entendre avec elle, voyant en Véronique une chance pour Pierre de ne plus être seul. Mais des tensions étaient apparues, Véronique critiquait ouvertement le désordre d'Émilie, ses livres empilés partout, et insinuait que la jeune femme devrait trouver son propre appartement. À ton âge, il est temps de voler de tes propres ailes, disait-elle avec un ton mielleux qui masquait une hostilité croissante. La découverte de la lettre avait tout fait basculer. Émilie l'avait laissée traîner par inadvertance dans son sac. Et Véronique, fouillant sous prétexte de ranger, l'avait trouvée.
C'était une note d'amour de Juliette? Pleine de tendresse et de promesses futures. Ma chérie. Chaque jour sans toi est une éternité, y était-il écrit. Véronique avait confronté Émilie dans une rage froide. Tu es une anomalie. Une frique. Comment oses-tu souiller cette maison avec tes perversions? Les mots avaient claqué comme des gifles. Émilie. Les larmes aux yeux. Avait nié d'abord, puis défendu son amour avec ferveur. C'est qui je suis. Juliette m'aime pour qui je suis. Mais Véronique n'avait pas écouté. Elle avait couru vers Pierre, brandissant la lettre comme une preuve de trahison. Pierre, choqué, avait pâli. Sa main portée à sa poitrine. Ma fille. Comment, avait-il murmuré avant de s'effondrer. L'ambulance était arrivée trop tard pour éviter l'hôpital, où les médecins diagnostiquèrent une crise cardiaque sévère. À l'hôpital Cochin, Émilie veillait au chevet de Pierre, rongée par la culpabilité. Véronique, assise de l'autre côté, la fusillait du regard. C'est ta faute, siffla-t-elle. Tes choix immoraux l'ont tuée. Émilie se sentait piégée, d'un côté. L'amour pour Juliette qui la faisait vibrer. De l'autre. La loyauté envers Pierre qui l'avait tout donné. Comment choisir? La société française, malgré ses avancées avec le mariage pour tous en 2013, portait encore des stigmates, des familles déchirées, des amis qui s'éloignaient, des regards jugeants dans les rues. Émilie repensait à ses nuits d'insomnie, se demandant si son orientation était une malédiction ou une bénédiction. Juliette l'appelait sans cesse. Inquiète, viens chez moi. On affrontera ça ensemble. Mais Émilie hésitait, terrifiée par les conséquences. Les jours suivants furent un tourbillon de visites familiales. La sœur de Pierre, tante Louise, arriva de Provence, choquée par la nouvelle. L'homosexualité est un péché, déclara-t-elle, citant la Bible. Pierre t'a élevé dans la foi. Et voilà comment tu le remercies. Émilie se défendit faiblement, arguant que l'amour n'avait pas de genre. Mais les mots sonnaient creux face à la désapprobation collective. Véronique, profitant du chaos, commença à murmurer à l'oreille de Pierre affaibli, Émilie n'est pas digne de cette maison. Elle nous apporte la honte. Pierre, confus et fatigué, écoutait sans répondre, son regard hanté par la trahison perçue. Émilie sentait le sol se dérober, la maison, symbole de son héritage, était menacée. Véronique, avocate rusée, savait comment manipuler les testaments et les héritages. Si Pierre meurt, tout ira à moi, pensa Émilie avec horreur. Mais pire encore était la fracture intérieure, aimait-elle assez Juliette pour tout risquer? Ou sacrifierait-elle son bonheur pour préserver la paix familiale? Pierre sortit de l'hôpital après une semaine, affaibli mais déterminé à affronter la crise. La maison du Marais, autrefois havre de paix, résonnait maintenant de silences tendus et de conversations murmurées. Émilie évitait Véronique autant que possible, se réfugiant dans sa chambre où elle relisait les messages de Juliette. Je t'attends. Mon amour. Ne les laisse pas te briser. Mais la pression montait. Pierre convoqua une réunion familiale dans le salon, entouré de cousines et d'oncles éloignés. Nous devons parler de ce qui s'est passé, dit-il d'une voix tremblante. Émilie, assise au bord du canapé, sentait son cœur battre la chamade. Véronique, à côté de Pierre, posa une main possessive sur son épaule, un geste qui n'échappa à personne. La discussion tourna rapidement au procès. Tante Louise prit la parole en premier. Émilie, ton mode de vie va à l'encontre de nos valeurs. Pense à la réputation de la famille.
Dans notre petite communauté, les gens parlent. Émilie riposta. Sa voix gagnant en force, ma vie privée ne regarde que moi. L'amour que je porte à Juliette est pur. Plus que beaucoup d'unions hétérosexuelles forcées. Un murmure de désapprobation parcourut la pièce. Un cousin? Un banquier conservateur? Ajouta, en France. On tolère. Mais on n'accepte pas vraiment. Tu risques de tout perdre, ami. Travail. Héritage. Pierre écoutait. Les yeux baissés. Déchiré entre son amour paternel et ses convictions profondes. Je t'ai élevée pour que tu sois heureuse, murmura-t-il enfin. Mais est-ce le bonheur? Ça? Émilie sentit les larmes monter, oui. Papa, je veux dire. Oncle. Juliette me rend heureuse. Véronique intervint alors. Sa voix suave masquant une lame aiguisée. Pierre? Chérie. Pense à notre avenir. Cette maison est trop grande pour des drames constants. Émilie pourrait trouver un appartement ailleurs. Et nous pourrions rénover pour notre nouvelle vie. C'était clair, Véronique visait l'héritage. La maison, achetée par les parents d'Émilie et léguée à Pierre en fidéicommis pour elle, valait une fortune dans le Marais gentrifié. Émilie comprit le plan, discréditer son orientation pour la déshériter. Tu me traites de monstre parce que j'aime une femme, explosa-t-elle. C'est toi la monstre. À profiter de la faiblesse de Pierre. La pièce s'enflamma en cris. Pierre tentant vainement de calmer les esprits. À la fin, il demanda du temps pour réfléchir. Mais le mal était fait. Émilie se sentait isolée. Trahie par ceux qu'elle considérait comme sa famille. Juliette, sentant la détresse d'Émilie, insista pour une rencontre. Elles se retrouvèrent dans un café discret près de la place des Vosges, sous un soleil printanier qui contrastait avec l'orage intérieur d'Émilie. Juliette, avec ses cheveux blonds ébouriffés et son écharpe colorée, serra les mains d'Émilie. Dis-moi tout. Émilie raconta, les larmes coulant librement. Ils veulent me chasser. Me voler ma maison. Et Pierre? Il est déçu. Juliette l'embrassa doucement sur la joue. Nous pouvons lutter. Je connais des associations LGBT à Paris, comme SOS Homophobie. Ils aident dans ces cas. Mais Émilie hésitait, et si je perds Pierre pour toujours? Il m'a tout donné. Juliette argumenta, l'amour vrai ne pose pas de conditions. S'il t'aime, il acceptera. Leur conversation fut interrompue par un appel de Véronique. Pierre veut te voir seul à seul. Émilie rentra. Le cœur lourd. La confrontation avec Pierre fut déchirante. Dans son bureau, entouré de photos de famille, il la regarda avec tristesse. Émilie. Je ne comprends pas. J'ai prié pour toi. Espérer un mari? Des enfants. Elle répondit, je suis qui je suis. Juliette est mon avenir. Pierre soupira, Véronique dit que c'est une phase. Influencée par la société moderne. Émilie sentit la colère monter, c'est elle qui influence. Pour l'argent. Pierre nia. Mais le doute s'insinua. Ce soir-là, Émilie décida d'affronter Véronique directement. Dans la cuisine, elle la coinça, pourquoi me haïssez-vous tant? Véronique sourit froidement, parce que tu es une menace. Pierre t'adore? Mais tu apportes la honte. Et cette maison devrait être à nous. Émilie riposta, c'est mon héritage. Véronique rit, pas si Pierre change son testament. Les nuits suivantes furent agitées. Émilie contacta un avocat ami de Juliette, spécialisé en droit LGBT. Il expliqua, en France, la discrimination basée sur l'orientation sexuelle est illégale. Mais pour l'héritage, c'est compliqué. Prouve la manipulation.
Émilie commença à rassembler des preuves, des emails de Véronique à des notaires. Des conversations enregistrées discrètement. Mais cela la rongeait, trahir sa famille pour sauver son amour? Juliette la soutenait, c'est eux qui t'ont trahi en premier. La tension culmina lors d'un dîner familial où Véronique annonça: Pierre et moi pensons à vendre la maison pour déménager en province. Émilie explosa: jamais. C'est ma maison. Pierre, choqué, prit parti pour Véronique: calme-toi. Émilie. Peut-être est-il temps de changer. Blessée, Émilie quitta la table, appelant Juliette en pleurs. Viens me chercher, supplia-t-elle. Juliette arriva en taxi. Et elles partirent pour Montmartre, laissant derrière un Pierre désemparé. À l'appartement de Juliette, entourée de toiles vibrantes, Émilie se sentit en sécurité pour la première fois. Elles parlèrent toute la nuit, planifiant leur avenir. On peut vivre ensemble. Ici ou ailleurs, dit Juliette. Mais Émilie doutait, et Pierre? S'il a une autre crise? La culpabilité la hantait. Mélange de loyauté filiale et de désir personnel. Le lendemain, un message de Pierre: reviens? On discute. Émilie accepta. Mais avec Juliette à ses côtés. Véronique refusa: pas cette femme ici. Pierre insista: c'est ma maison. La rencontre fut explosive. Juliette défendit leur amour: nous nous aimons. C'est tout. Véronique cracha: c'est contre nature. Pierre, déchiré, demanda du temps. Mais Véronique, sentant la défaite, révéla son vrai visage: si tu choisis elle. Pierre, je pars. Un ultimatum qui força Pierre à réfléchir à ses priorités. Les semaines suivantes furent un tourbillon de réflexion et de confrontation. Pierre, convalescent, passa du temps seul à marcher dans les jardins du Luxembourg, repensant à son rôle de père de substitution. Il se rappelait Émilie enfant, riant dans ses bras, et se demandait comment il avait pu ignorer les signes. Peut-être ai-je été aveugle, confia-t-il à un ami prêtre. Le prêtre, progressiste, répondit: l'amour de Dieu est inclusif. Acceptez-la. Mais les pressions sociales pesaient, des appels de familles conservatrices, des ragots dans le quartier. Véronique, de son côté, intensifia sa campagne, elle contacta des notaires pour réviser le testament, arguant que Émilie était instable. Émilie, informée par son avocat, décida de contre-attaquer. Avec Juliette, elles assistèrent à une réunion de l'association inter-LGBT, où des histoires similaires furent partagées, familles déchirées par l'homophobie intériorisée. Inspirée, Émilie écrivit une lettre à Pierre: cher oncle, tu m'as élevée avec amour, sans condition. Aujourd'hui, je te demande la même chose. Juliette est ma famille choisie. Pierre la lut en larmes. Mais Véronique intercepta une copie et la déchira: sentimentalisme ridicule. La tension atteignit un pic lors d'une visite surprise de tante Louise, qui apporta un prêtre pour une intervention. Dans le salon, ils prièrent pour guérir Émilie. C'est une possession démoniaque, déclara le prêtre traditionnel. Émilie, outrée, quitta la maison: je ne suis pas malade. Juliette l'attendait dehors. Et elles marchèrent jusqu'à la Seine, où Émilie pleura: pourquoi doivent-ils me changer? Juliette répondit: parce qu'ils ont peur de ce qu'ils ne comprennent pas. Pierre, témoin de la scène, commença à douter de Véronique. Il fouilla ses affaires et trouva des documents prouvant ses intentions cupides, des estimations de la maison, des contacts avec des agents immobiliers. Choqué, il la confronta: c'est pour l'argent que tu fais ça?
Véronique nia d'abord. Puis avoua partiellement, je veux une vie stable. Sans scandale. Pierre, déçu, répondit, Émilie est ma priorité. Véronique, furieuse, menaça de divorcer avant même le mariage officiel. Fais ton choix, cria-t-elle. Pierre, pour la première fois, prit position, je choisis ma nièce. Véronique partit en claquant la porte, emportant ses affaires. Soulagée mais épuisée, Pierre appela Émilie, reviens. Avec Juliette si tu veux. La réunion fut émouvante. Dans le salon, Pierre s'excusa, j'ai eu tort de juger. Ton bonheur compte plus que les conventions. Émilie pleura de joie, embrassant Juliette devant lui. Mais la victoire était amère, Véronique, vindicative, lança une procédure judiciaire pour abus de faiblesse contre Pierre, alléguant que Émilie l'avait manipulé. L'avocat d'Émilie riposta avec les preuves de manipulation de Véronique. Le tribunal de Paris devint le théâtre de leur drame, témoignages familiaux. Expert en psychologie expliquant l'homophobie sociétale. Émilie témoigna, mon amour pour Juliette n'est pas un crime. C'est Véronique qui veut me spolier. Juliette ajouta, nous nous battons pour notre droit à exister. La société française, divisée sur ces questions, réagit via les médias, un article dans Le Monde sur les familles déchirées par l'homophobie, citant leur cas anonymement. Des soutiens affluèrent, amis LGBT, collègues de la Sorbonne. Mais des backlash aussi, lettres anonymes appelant Émilie fric. Pierre, soutenant Émilie publiquement, perdit des amis conservateurs. Le prix est élevé, admit-il. Émilie, renforcée par Juliette, affronta ses démons intérieurs, ai-je le droit d'imposer ça à Pierre? Juliette répondit, il choisit l'amour. Comme nous. Le jugement tomba, Véronique perdit. Obligée de renoncer à toute revendication. Mais elle partit avec une vengeance, répandant des rumeurs dans le quartier, forçant Émilie à affronter des regards hostiles. Pierre, affaibli, proposa, vendons la maison. Recommençons ailleurs. Émilie refusa, c'est notre histoire. Ensemble, ils décidèrent de la garder, transformant le salon en espace d'accueil pour des groupes LGBT. Juliette y organisa des ateliers artistiques, aidant d'autres à s'exprimer. Pourtant, des fissures persistaient. Pierre luttait avec ses croyances, je t'accepte, mais je prie pour ton âme. Émilie, patiente, répondit, l'amour suffit. La relation avec Juliette s'approfondit. Mais les épreuves les avaient changées, plus fortes, mais marquées par les trahisons. Avec la victoire judiciaire, un semblant de paix s'installa. Mais les cicatrices étaient profondes. Émilie et Juliette emménagèrent ensemble dans la maison, avec Pierre occupant l'étage supérieur. C'est notre famille recomposée, plaisantait Juliette. Mais la réalité était plus nuancée. Pierre, âgé de 60 ans, luttait avec sa santé déclinante, les séquelles de la crise cardiaque le rendant vulnérable. Émilie veillait sur lui, culpabilisant encore pour le stress causé. Si j'avais caché plus longtemps, murmurait-elle. Juliette la rassurait, le mensonge aurait détruit plus. Véronique, bien que vaincue légalement, n'abandonna pas. Elle contacta des médias tabloïds, anonymement, dépeignant Émilie comme une manipulatrice lesbienne qui avait brisé un mariage. Un article parut dans un journal sensationnaliste, la nièce fric vole l'héritage de son oncle malade. Émilie, horrifiée, vit sa vie exposée, photos volées, détails intimes. À la Sorbonne, des collègues chuchotaient,
des étudiants annulaient des tutorats. C'est la société qui nous juge, dit Juliette. En rage. Elles portèrent plainte pour diffamation. Mais le mal était fait. Pierre, outré, défendit Émilie publiquement, une interview à France Inter où il déclara « Ma nièce est une femme courageuse. L'amour n'a pas de frontières. » Cette exposition força Émilie à affronter ses conflits internes plus profondément. Dans des séances de thérapie recommandées par l'association LGBT, elle explora son enfance, la perte des parents, l'idéalisation de Pierre, la répression de son identité. « J'ai toujours eu peur d'être abandonnée », avoua-t-elle. Juliette, présente, partagea ses propres luttes, une famille lyonnaise qui l'avait reniée à 18 ans. On se guérit mutuellement, dit-elle. Leur relation, testée par le feu, devint plus intime, des projets de voyage, des rêves de mariage. Mais la pression sociale persistait, lors d'une fête de quartier. Des voisins évitaient leurs regards. Paris est progressiste. Mais pas partout, nota Émilie. Un nouveau conflit surgit quand Pierre reçut une offre d'emploi en province. Loin des tensions. Peut-être un nouveau départ, suggéra-t-il. Émilie paniqua. Et la maison? Notre vie ici? Pierre répondit, la maison est à toi. Mais je dois penser à ma santé. Véronique, apprenant cela, tenta un retour, un appel larmoyant à Pierre, prétendant regretter. J'ai eu tort. Pardonne-moi. Pierre, solitaire, hésita. Émilie, sentant le danger, confronta Pierre, elle revient pour l'argent. Pierre admit, je me sens seul sans elle. Ce fut un choc pour Émilie, réaliser que Pierre avait sacrifié sa vie pour elle. Au détriment de son bonheur. Ai-je été égoïste, se demanda-t-elle. Juliette proposa une solution, invitons-la. Mais avec des conditions. La rencontre fut tendue. Véronique, feignant le remords, s'excusa, j'ai eu peur de l'inconnu. Mais Émilie vit clair, tes excuses sont vides. Pierre, déchiré, choisit finalement, Véronique. C'est fini. Elle partit en larmes. Mais pas sans une dernière flèche, tu regretteras? Pierre. Émilie te détruira. Les mois suivants furent de reconstruction. Émilie et Juliette organisèrent un événement LGBT dans la maison, invitant des activistes. Pierre y participa. Maladroit mais sincère, j'apprends. Des amitiés naquirent, atténuant l'isolement. Pourtant, un dilemme moral surgit, Émilie découvrit que Véronique luttait financièrement. Divorcée et sans emploi stable. Devrais-je l'aider, se demanda-t-elle. Juliette objecta, elle t'a blessée. Mais Émilie, influencée par l'éducation de Pierre sur la compassion, envoya un chèque anonyme. C'est pour clore le chapitre, expliqua-t-elle. Pierre, apprenant cela, fut fier, tu es meilleur que moi. Ce geste libéra Émilie. Mais posa une question, la miséricorde envers les ennemis est-elle sagesse ou faiblesse? La relation d'Émilie et Juliette évolua vers une proposition de mariage. Dans un restaurant romantique surplombant la tour Eiffel, Juliette posa un genou à terre, épouse-moi. Émilie accepta. Larmes de joie. Pierre, informé, offrit sa bénédiction, je serai là pour vous conduire à l'autel. Mais des doutes persistèrent, la société accepterait-elle pleinement? Des débats nationaux sur les droits LGBT ravivèrent les tensions. Le mariage approchait. Planifié dans une mairie parisienne suivie d'une réception intime dans la maison. Émilie, nerveuse, repensait au chemin parcouru, des secrets aux confrontations, des trahisons aux réconciliations. Pierre, en pleine forme,
aidait aux préparatifs, symbolisant son acceptation. Je suis fier de toi, dit-il. Juliette, rayonnante, créa des invitations artistiques. Mais des ombres planaient, des menaces anonymes. Écho de l'homophobie latente. Ignore-les, conseilla Juliette. Émilie, forte des épreuves, acquiesça. La veille du mariage, une surprise, Véronique apparut à la porte. Défaite. Je viens m'excuser sincèrement, dit-elle. Pierre, surpris, l'invita à entrer. Dans le salon, elle avoua, j'ai été jalouse de ton lien avec Émilie. Et effrayée par ce que je ne comprenais pas. Émilie, sceptique, répondit, tes actions ont failli nous détruire. Véronique pleura, j'ai perdu tout, ma carrière, mes amis. Ton chèque m'a sauvée. Émilie, touchée, offrit le pardon, viens au mariage. Un geste de clémence qui surprit Juliette, es-tu sûre? Émilie répondit, le pardon guérit. Le jour J fut magique, Émilie en robe blanche fluide. Juliette en tailleur élégant, échangeant des vœux émouvants. Pierre les conduisit, larmes aux yeux. Véronique, discrète, applaudit. La réception fut joyeuse, avec des toasts à l'amour inclusif. Mais au milieu de la fête, Pierre s'effondra à nouveau. Une rechute cardiaque. Panique, ambulance. Hôpital. Les médecins annoncèrent, stress accumulé. Émilie, dévastée, se blâma, mon mariage l'a tué. Juliette la consola, il était heureux. Pierre survécut, mais affaibli. Décida de déménager en maison de retraite. La maison est à vous, dit-il à Émilie et Juliette. Vivez votre vie. Émilie, émue, promit des visites. Véronique, transformée, offrit son aide légale pour les papiers. Une alliance improbable naquit de la tragédie. Des mois plus tard, Émilie et Juliette, mariées et heureuses, transformèrent la maison en centre d'accueil pour jeunes LGBT rejetés par leur famille. Pierre y venait souvent, partageant des histoires. J'ai appris que l'amour transcende tout, disait-il. Mais Émilie réfléchissait au choix, avait-elle sacrifié trop pour son identité? La société évoluait. Mais lentement. Est-il juste de prioriser son amour personnel au risque de détruire les liens familiaux traditionnels?